Bonjour, Fabien Pic-Girard, ingénieur en efficacité énergétique à l'ADEME. Donc j'ai en charge d'accompagner des programmes d'efficacité énergétique dans tous les secteurs du bâtiment, que ce soit le logement, le tertiaire et également dans le domaine industriel. Et j'accompagne également des porteurs de projets dans le domaine de l'aménagement, puisque c'est un enjeu global de travailler sur l'enjeu du bâtiment. On travaille aussi bien à l'échelle de l'aménagement que des bâtiments. Alors initialement, le Prébat, c'est un programme national, c'est un programme qui visait à faire de la recherche et du développement dans le domaine du bâtiment. Donc nous l'avons décliné à l'échelle de la Réunion, qui s'appelle le Prébat Réunion, c'était une extension, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on n'avait pas de standard énergétique comme en métropole ou en Europe. En Europe, il y a plein de labels qui existent, les bâtiments basse consommation, les fameux BBC, les bâtiments Minergie, les bâtiments Passive House. À la Réunion, il manquait un petit peu tout ce cadre-là. Il y avait eu plusieurs démarches qui avaient été initiées, Écodome dans le logement et dans tous les DOM, Pérenne à l'échelle de la Réunion avec l'Université de la Réunion. Et nous avons souhaité aller plus loin, notamment en détaillant beaucoup plus les prescriptions techniques d'abord. Et donc c'est pour ça qu'on a fait plusieurs livrets et plusieurs guides méthodologiques, mais également en accompagnement de façon concrète des maîtres d'ouvrage publics et privés pour réaliser des projets dans le tertiaire. Dans le tertiaire, il y a des enjeux énergétiques très forts, beaucoup plus de consommation et d'intensité de consommation énergétique que dans le logement. Et donc il était important de focaliser nos objectifs dans le tertiaire. Et également, la complexité à faire des bâtiments à basse consommation dans le tertiaire est beaucoup plus que dans le logement. Dans le logement, les gens ont, on va dire, une habitude sous les tropiques de vivre de façon ouverte, donc d'intégrer la question de la ventilation naturelle, de la protection solaire. Dans le tertiaire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que nos activités ont changé. Les gens utilisent de plus en plus d'informatique, d'outils, donc qui dégagent de la chaleur. Les environnements sont de plus en plus denses. Les villes sont beaucoup plus concentrées, l'empreinte foncière est beaucoup plus difficile et donc c'est plus difficile de faire des bâtiments bioclimatiques, des bâtiments qui vont respirer. Et donc il y a une ingénierie beaucoup plus complexe à développer. Et c'est en ce sens-là que l'ADEME a créé le programme Prébat, donc il y a 3 piliers: ingénierie, accompagnement de projet, investissement, réalisation d'opérations exemplaires et enfin suivi des opérations. Le tout avec la volonté très forte de transférer le savoir-faire à des équipes locales en ingénierie et en architecture pour que le savoir-faire reste localement. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on a accompagné 14 opérations concrètement en cours de réalisation ou finies. On a 6 projets en cours encore, donc là qui sont en études. Donc ça fait un panel déjà de 20 projets étudiés. On a essayé d'étudier des projets dans tous les domaines. Donc on a travaillé même là sur le dernier hôpital de l'Ouest, donc c'est un énorme bâtiment. On a travaillé sur des bâtiments de bureaux pour démontrer la faisabilité de ces opérations-là. Dans des établissements de santé, notamment un partenariat très intéressant avec l'IRSAM, qui est une association qui accueille des enfants, donc qui fait de l'hébergement de santé. Donc tout ça pour à chaque fois trouver les meilleures solutions, parce qu'à chaque fois la question de départ, ça va être la programmation. Donc le souhait premier du projet qui va changer entre un bâtiment de bureau et un hôpital, le besoin n'est pas le même. Et donc les dispositifs techniques qu'on va proposer ne seront pas les mêmes, même si l'ingénierie peut être similaire. Et donc ces 14 bâtiments et ces 20 projets aujourd'hui accompagnés, on les a accompagnés sur 7 ans. Donc c'est 7 ans de retour d'expérience. Et à chaque fois qu'on a des retours d'expérience, on améliore notre cahier des charges, on améliore nos préconisations. Donc on est dans un système d'amélioration continue, ce qui est très important. Donc le premier projet, c'était un projet qui avait été fait par la société Corem au port. C'était un bâtiment en bois. L'objectif, c'était 4 à 5 mois de climatisation dans l'année. Et puis on est arrivé jusqu'à, forcément, un bâtiment extrêmement connu qui est l'amphithéâtre du Moufia. On a fait un bâtiment qui a un grand ensemble qui fonctionne complètement sans climatisation et qui est tout en bois et dont les économies qu'on a pu faire en investissement ont permis de mettre en place une production d'énergie renouvelable. Donc tout ça, ça s'est fait sur un temps long, 7 à 10 ans. C'est le temps qu'il faut pour mettre en place une stratégie bâtiment et pour accompagner les acteurs. Je dirais que le premier enseignement, souvent, ça fait 20 ans que je fais ce métier, à chaque fois on parle de la question du coût, de l'économie, etc. Je pense qu'il faut vraiment la pondérer. Vraiment le premier enseignement, c'est la maîtrise d'ouvrage, c'est l'engagement du maître d'ouvrage. C'est fondamental. Et quand je parle du maître d'ouvrage, il y a 2 personnes. Première personne, c'est la personne décisionnaire. Je vais prendre notamment, à chaque fois que sur les projets, j'ai eu le directeur de l'entreprise qui est venu me voir, j'ai eu le responsable de l'université qui est venu me voir, j'ai eu le directeur de l'établissement hospitalier qui est venu me voir en affichant sa volonté,
on a dès le départ et dès la genèse du projet un ingrédient très fort. Et il faut que cette personne-là puisse rester sur toute la durée du projet, c'est fondamental. Deuxième élément, le chargé d'opération qui va suivre ses prérogatives. Il faut quelqu'un qui ait une forte compétence, qui soit multicompétence, qui puisse réaliser les arbitrages, mais qui soit là du début de l'histoire jusqu'à la fin. Donc ça, c'est fondamental. Il ne faut pas oublier que ces questions quand même de développement durable sont beaucoup quand même des questions d'hommes, donc il faut qu'ils en soient convaincus, ces personnes-là. Il faut surtout qu'elles aient, on va dire, la légitimité au niveau décisionnel pour pouvoir faire les arbitrages nécessaires en temps voulu. Deuxième élément, c'est de fixer les objectifs dès la programmation. Après tout, aujourd'hui, on écrit la taille des classes, on écrit la taille des tables de bureau qu'on veut, la taille des chaises qu'on va vouloir, mais finalement, c'est aussi important de décrire la protection solaire qu'on veut. Le confort, c'est aussi important finalement que l'endroit sur lequel je vais être assis. Et bien pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est très important de bien formaliser ces objectifs, de les intégrer comme une composante du programme. Après tout, je veux acheter du confort comme je veux acheter un espace de bureau. Ça, c'est fondamental et c'est souvent oublié. On considère que c'est quelque chose qui vient au-dessus. Ce n'est pas le cas, c'est une composante de la vie du bâtiment et des personnes qui vont y vivre et qui vont s'approprier ces lieux. Enfin, troisième compétence, qui est nécessaire, troisième règle, c'est qu'au moment d'un concours, au moment de la commande, il va falloir identifier les compétences nécessaires pour réaliser un bâtiment bioclimatique. On parle de bâtiments bioclimatiques qui fonctionnent sous les tropiques. Leur composante principale, c'est qu'ils vont devoir fonctionner avec l'environnement extérieur. Et l'environnement extérieur, ce n'est pas tous les ingénieurs qui sont capables de l'intégrer. Donc, par exemple, sur des bâtiments qui vont être complexes, des grands ensembles, ça va être nécessaire d'avoir un aérolicien, donc il faut aller la chercher, cette compétence aérolique. Quand on va travailler pour avoir des bâtiments, on va dire des écoles, ça va être intéressant de travailler aussi avec des paysagistes qui vont pouvoir traiter la périphérie du bâtiment, la végétalisation. On peut avoir les meilleurs ingénieurs qui vont traiter, on va dire, la partie fluide, la partie technique. Si on a un bâtiment qui va être minéralisé avec des essences paysagères qui ne sont pas adaptées à notre contexte, le bâtiment ne marchera pas. Donc très important d'identifier les compétences nécessaires, par exemple le paysagiste, par exemple l'aérodynamicien, l'acousticien, tout le monde le dit, c'est pas évident de travailler en ambiance ouverte quand on va avoir beaucoup de bruit, donc ça va être nécessaire aussi parfois d'avoir une compétence acoustique sur ces projets si on est le long d'une voie bruyante ou dans un environnement qui peut être parfois dense. Et ça, à partir de ce moment-là, si on a un maître d'ouvrage motivé, un programme qui écrit clairement ses objectifs et qui en fait une composante de son projet, des compétences bien identifiées et elles ne sont pas toujours présentes dans la même équipe d'ingénierie, alors on peut espérer réaliser un bon projet. Alors je vais prendre l'exemple forcément de l'amphithéâtre du Moufia par exemple. On était dans un contexte très particulier. On était dans un projet urbain, puisqu'on est en ville quand même sur Saint-Denis. On était dans un patrimoine existant. Donc à la base, c'est pas évident de se dire je vais réaliser et réussir à faire un bâtiment bioclimatique. Donc on s'est ajouté la compétence d'un aérodynamicien. Ça c'était important, qui est venu, qui a fait des propositions pour pouvoir faire fonctionner ce grand ensemble, parce qu'un amphithéâtre c'est extrêmement vaste. Donc on ne pouvait pas avoir une stratégie de bâtiment traversant, ce n'était pas possible vu l'épaisseur du bâtiment. Donc ça c'est très important et ça doit être écrit au départ. Deuxième élément, on savait donc que le bâtiment allait être un petit peu soumis au trafic autoroutier et donc en fait par rapport à l'implantation, il y avait une crainte du maître d'ouvrage qui était de dire est-ce que finalement je ne vais pas avoir trop de gêne acoustique. Et le maître d'ouvrage a donc commandé une étude acoustique pour identifier le bruit. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est que le bruit, il était présent, mais il était présent pendant 1 heure le matin quand les élèves venaient se garer avant de démarrer les cours. Et donc là, je reviens à mon premier point, le président de l'université à l'époque a été extrêmement intéressant et s'est dit finalement, est-ce qu'on a besoin d'intégrer cette contrainte-là, sachant que le fonctionnement, ça va être la vie du bâtiment, donc ça va être les heures d'occupation. Et donc il a tranché, il a dit, moi je prends le pari de faire un bâtiment bioclimatique parce que je pense que la contrainte acoustique, elle sera en dehors de mes heures d'utilisation. Et ça ne coûte rien, c'est juste du bon raisonnement et c'est du bon fonctionnement. Et donc voilà, vous avez 2 compétences, acoustique et aérolique, pour intégrer et réussir ce bâtiment-là. Un maître d'ouvrage motivé, le président qui a tranché dans une réunion dont je me souviendrai toujours en phase d'avant-projet détaillé et qui a validé le principe de la conception. Et la réussite de ce projet-là, puisque comme on le dit, ce qui est très important, c'est de suivre et d'évaluer le bâtiment. Et donc on a réalisé une campagne d'essai pendant 1 an où on a qualifié le fonctionnement aérolique du projet, donc une campagne d'essai où on a testé le fonctionnement du vent dans le bâtiment. Deuxième élément, des questionnaires de satisfaction où on a interrogé les gens en hiver, en été, quand il y avait beaucoup de monde, pas beaucoup de monde. Alors, on ne va pas se raconter d'histoire. Le bâtiment, il n'est pas opérationnel, satisfaisant pour 100% des personnes et 100% du temps. Mais il l'est à 95% du temps.
Donc la question qui se pose, c'est de se dire, est-ce que les 5% du temps restant, est-ce que ça vaut le coup que je mette 300 000 € dans un système qui va me coûter très cher en exploitation, qui va me coûter très cher en maintenance? La réponse, à la fin de la première année, ça a été de dire non. On a économisé cet argent et on s'est acheté une production d'énergie renouvelable qui a permis d'avoir, en bilan énergétique, qui était le 3e suivi, un bâtiment à énergie positive. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces démarches doivent se co-construire. Il faut que les gens réapprennent à se parler. Il n'y a pas une règle magique qui dit étape après étape, voilà ce que je dois faire. Il y a juste des bonnes questions à se poser, des compétences à aller chercher et du dialogue à créer pour réussir ces bâtiments-là.